Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Réflexion sur le style. Histoire d'un secret, fragment sur la grâce. Entretien. La part du style. Presentation. Le débat public, dont sont tirés ces entretiens, s'est tenu aux États généraux de Lusace, Ardèche, en août 1998. Malgré les années passées, la question du style dans le cinéma documentaire n'a rien perdu de son acuité et ces entretiens conservent toute leur pertinence. C'est pourquoi leur publication nous a paru nécessaire. Des cinéastes Amalia Escriva, Dominique Gros, Yves de Peretti, Laurence Petit-Jouvet, Jean Schmitt, Nicolas Stem, une chef monteuse, Anne Baudry, un écrivain et cinéaste, Sylvain Roumette, un romancier et essayiste, Jean-Louis Baudry étaient les invités de ce débat organisé par l'association Ad hoc. D'autres cinéastes sont intervenus depuis la salle. François Caillat, initiateur de la journée avec Anne Baudry, en a modéré le déroulement. Le texte qui suit constitue une version rewritée et raccourcie du débat. Plusieurs interventions, notamment celles de Dominique Gros et de Jean Schmitt, n'ont pu être retenues dans cette version. Entretien. Préalable, le style en littérature. François Caillat. En préparant ce débat, nous nous sommes aperçus que toute tentative de définition frontale se heurterait soit dès l'échec, soit à l'imprécision. Nous nous sommes alors demandé si, pour aborder la question du style, il ne fallait pas procéder de manière périphérique, par un repérage, plutôt que par une définition abrupte. Nous allons essayer de réfléchir dans un premier temps à ce qu'on peut dire de l'idée de style. Et nous commencerons par écouter une intervention de Jean-Louis Baudry, portant sur le style en littérature. Jean-Louis Baudry. Il n'est pas trop facile d'avoir à présenter une introduction qui soit brève à la notion de style, et à proposer quelques aperçus pouvant nous servir de jalon. Après avoir consulté les dictionnaires, je me suis rendu compte qu'y étaient confondus deux emplois qu'il me semble essentiel de bien définir pour la clarté de notre débat. Deux sens particuliers du style. Le premier sens est constitué par l'ensemble des traits qui caractérisent, soit d'un point de vue esthétique, soit d'un point de vue historique, des œuvres relevant du domaine des beaux-arts, des œuvres littéraires et même des objets, meubles, bijoux, instruments scientifiques, etc. appartenant à l'environnement humain. Dans cette première acception, on se réfère d'une manière plus ou moins explicite à un modèle idéal, à un canot qui sert de référence. C'est dans ce sens qu'on va parler de beau style, de grand style ou de style Louis XIII. À cette définition, il faut rattacher ce qu'on nomme en peinture, sculpture, littérature ou musique, une école ou un mouvement comme le sont l'impressionnisme, le Parnasse, les Précieuses, l'école de Fontainebleau, le vérisme, etc. Le style est associé alors à des caractéristiques, des traits définis qui facilitent la reconnaissance des œuvres, leur classement, leur place dans l'histoire. Ces caractères sont donc bien des signes de reconnaissance. C'est, me semble-t-il, à partir de ces traits discriminants que la notion de style s'est déportée vers un second sens. Je parlerai ici de sens 1 et de sens 2. C'est à partir de l'idée de reconnaissance à travers des traits plus ou moins précisément définis que le style va finir par caractériser la manière propre d'un écrivain, d'un peintre, d'un sculpteur, d'un compositeur ou d'un cinéaste. Ces traits, qu'ils aient été explicitement définis ou non, sont tels qu'ils rendent possible, presque à coup sûr, l'attribution d'une œuvre à celui qui l'a créée. C'est ainsi qu'ils vont devenir les signes d'une subjectivité, aussi caractéristique que le sont les traits d'un visage et tout ce qui particularise et rend unique un individu. C'est d'abord par son style que l'on reconnaît un auteur. Son style renvoie à sa subjectivité, il en trace les contours et aiderait même, en dehors du contenu, à s'en faire une idée. Le style est involontaire, autant que peut l'être l'apparence d'un individu. Pour mieux faire comprendre de quoi il s'agit, prenons l'exemple de la voix. La voix a un timbre, des intonations, un débit, un rythme. Et cependant elle tisse du langage, elle n'est pas indépendante de l'expression dans laquelle elle se manifeste. Le style, c'est un peu cela. Un rapport avec une matière déterminée qui signe une subjectivité, qui est l'indice d'une subjectivité. Vous remarquerez que si le style est involontaire et spontané, il est aussi l'objet d'un travail comme peut l'être la voix d'une chanteuse ou d'un comédien. Les traits par lesquels un auteur est reconnaissable peuvent être, il est vrai, assez clairement dégagés. Tic de langage, adjectifs qui reviennent obstinément, usage des subordonnés, manière de ponctuer.
Il faut toujours penser qu'aussi apparent qu'il soit, c'est le mode d'être d'une subjectivité qui se manifeste par ses traits. Une vision, un monde particulier qui cherche à s'exprimer. Mais quelquefois le trait caractéristique, bien que tout aussi sensible, est plus difficile à définir. C'est un souffle qui court, une musique qui se fait entendre ou un sentiment. Par exemple, chez Chateaubriand, l'expression du passage du temps qui donne à toutes ces pages ce ton de mélancolie qui lui est propre. La question posée par le style est de savoir de quelle manière et selon quel processus, une subjectivité s'ancre dans la matière, passe dans la langue, dans le véhicule coloré de la peinture, dans un ordonnancement des formes. Et cela, quel que soit le thème, l'histoire et la narration. Le style est si évident et cependant si mystérieux qu'on se demande d'où il vient, ce qu'il est, d'où naît son pouvoir. Le style ne s'apprend pas, Chateaubriand. J'étais justement en train de relire il y a peu de temps, les Mémoires d'outre-tombe, quand je suis tombée sur une phrase que j'ai eu la surprise de retrouver mais tronquée dans le dictionnaire. C'est au moment où dans les Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand, après son émigration, s'applique à dresser un tableau de l'Angleterre. Il évoque la littérature de cette nation, et en particulier Richardson dont on parlait beaucoup à l'époque. Si Richardson, écrit-il, n'a pas de style, ce dont nous ne sommes pas juges, nous autres étrangers, il ne vivra pas parce qu'on ne vit que par le style. En vain on se révolte contre cette vérité. L'ouvrage le mieux composé, orné de portraits d'une bonne ressemblance, rempli de 1000 autres perfections, est mort-né si le style manque. Le style, et il y en a de 1000 sortes, ne s'apprend pas, c'est le don du ciel, c'est le talent. Chateaubriand, on le voit, fait peu de cas de la question posée par le style. C'est que le talent, dit-il, est un don du ciel. Mais le fragment de phrase placé entre parenthèses, ce dont nous ne sommes pas juges, nous autres étrangers, est plus explicite. Moi, français, affirme de la sorte Chateaubriand qui connaît parfaitement l'anglais. Moi qui viens de vivre 10 ans en Angleterre, je ne suis pas apte à juger du style d'un anglais. Le style est si bien ancré à la matière à laquelle il appartient que, si je ne suis pas né dans cette langue, je n'ai pas les moyens de juger et d'apprécier cette œuvre. Art et style, Roland Barthes. Roland Barthes, dans le degré zéro de l'écriture, s'interroge aussi sur la notion de style, qu'il oppose curieusement à l'art. Dans la distinction qu'il fait entre art et style, on retrouve un peu ce que j'ai indiqué des deux sens au début. Il en arrive par exemple à cette proposition paradoxale, Gide n'a pas de style. C'est un écrivain qui a de l'art, mais il n'a pas de style. Alors que Rimbaud, Hugo ou René Char ne sont par contre que style, ce sont des bêtes de style à qui l'art peut manquer. Le style, pour Barthes, est le produit d'une poussée et non d'une intention, il appartient au corps et non à l'histoire. Tandis que l'art serait au contraire du côté de l'histoire. Le style est un secret, et ce secret est un souvenir enfermé dans le corps de l'écrivain. Style et inconscient. J'étais tout à fait surpris en lisant ce passage, de voir qu'il ne faisait pas référence, alors qu'il devait y penser, à l'inconscient. Un secret, un souvenir enfermé dans un corps, un état présent construit par le passé, on est là dans le domaine de l'inconscient. Et en effet, Freud dans son texte sur le Moïse de Michel-Ange, assimile le style à la possibilité de l'attribution. Il évoque à ce sujet un auteur qui a été l'initiateur de l'attribution des œuvres, dans la peinture. Morelli, écrit-il, faisait abstraction de l'effet d'ensemble et relevait la signification caractéristique des détails secondaires, minuties telles que la conformation des ongles, des bouts d'oreilles, des auréoles et autres choses inobservées que le copiste néglige, mais néanmoins exécutées par chaque artiste d'une manière qui le caractérise. Je crois sa méthode apparentée de très près à la technique médicale de la psychanalyse. Elle aussi a coutume de deviner par les traits dédaignés, inobservés, par le rebut de l'observation, les choses secrètes ou cachées. On voit donc que pour Freud, à l'instar de Morelli, le style se définit par des traits singuliers, difficilement discernables, involontaires. L'impression vraie, Proust. Barthes ne fait pas allusion à la conception de Proust dont pourtant il se rapproche. Proust, à plusieurs reprises, tente de donner des définitions du style, à la fin de À la recherche du temps perdu, dans le passage où il expose son esthétique, dans un article sur le style de Flaubert et après la guerre, en réponse à des questions sur le style. Voici ce qu'écrit Proust. Le style pour l'écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique mais de vision. Il est la révélation qui serait impossible par des moyens directs et conscients,
de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas d'art, resterait le secret éternel de chacun. Proust dit vision et non pas vue. Pourquoi dit-il vision ? Parce qu'il fait appel à quelque chose qui est le matériau particulier de l'écrivain. Un matériau qu'il se pourrait que les cinéastes utilisent. Proust nomme ce matériau impression ou impression vraie. Il s'agit donc bien de quelque chose, un objet, un événement qui s'est imprimé d'une façon ou d'une autre dans notre esprit, mais qui pour cela a dû faire impression, a touché la sensibilité, a été associé à une émotion. Il faut lire précisément Proust pour comprendre qu'il ne confond pas l'impression et le souvenir. Le souvenir est quelque chose de déjà élaboré, de déjà reconstruit, tandis que l'impression que cherche à saisir l'écrivain est un objet qui n'est pas encore discernable et construit. Il s'agit de s'en approcher le plus près possible et de saisir, par les moyens de l'art, par le langage en l'occurrence, en restituant à la fois le moment particulier où il s'est imprimé et l'impression qu'il a faite. On voit donc qu'il s'agit là d'un objet intérieur. Tout le travail du style consiste à s'approcher de cet objet intérieur. Il y a dans ce que dit Proust quelque chose de tout à fait intéressant. En essayant de saisir ce qui fait l'essence du style, son noyau secret qui se tient dans la restitution même de l'impression ainsi qu'il l'a définie comme moment fécond, comme épiphanie ainsi que le nommerait Joyce, il nous donne à comprendre ce qui fait l'utilité, la raison même de l'art. Avec cette notion de vision qui passe dans le style, dont le style est la chose même, nous nous apercevons que si nous pouvons connaître d'autres personnes que nous, si nous pouvons communiquer avec d'autres univers que le nôtre, c'est apostrophe. Et en passant, beaucoup plus que par la communication intersubjective par les œuvres d'art. Grâce à celle-ci, nous avons pouvoir d'entrer dans des univers que nous ne connaîtrions jamais, et de communiquer avec des subjectivités qui nous resteraient étrangères, qui nous seraient autrement interdites. Grâce aux œuvres, grâce donc au style qui inscrit ce qu'il y a de plus singulier en elles, nous abordons d'autres mondes. Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de voir les 100 univers que chacun d'eux, il s'agit des artistes, voit, que chacun d'eux est. Avec leur pareil, nous volons vraiment d'étoile en étoile. C'est grâce au style d'abord qu'il nous est donné d'appréhender le monde avec les sens et l'esprit de quelqu'un d'autre. On comprend mieux pourquoi le style, ainsi que je disais au début, est involontaire, mais pourquoi aussi il est le résultat d'un effort, il est un travail. Il ne consiste pas nécessairement à rendre acceptable et beau, et à user de procédés, mais à s'approcher d'un objet qui a partie liée avec notre propre histoire, avec ce qui nous a fait être ce que nous sommes. Et si, dans l'appréhension même du monde qui nous entoure, on s'approche d'un objet intérieur, il faut dire que c'est aussi grâce au travail de l'œuvre, au travail de la création qu'on parvient à le connaître. Le style est comme de la matière accessible au sens, matière sur laquelle l'objet intérieur est modelé. Il ne peut pas être détaché de la pensée. Il est la pensée en tant qu'elle est cette pensée donnée dans une forme. Prise dans une autre forme, ce ne serait plus la même pensée. Par le style, une œuvre dit plus et autre chose que ce qu'elle dit. Il est nécessaire en outre de souligner que le style, expression d'une subjectivité, n'est pourtant pas indépendant de celui à qui l'on s'adresse. Il dépend d'un autre. Je dis d'un autre, je ne dis pas des autres, je ne dis pas d'un public, je dis bien d'un autre. C'est-à-dire que dans cette relation que l'écrivain, l'auteur, le peintre entretient avec ce qu'il fait, il élit un autre. Ce peut être l'idée qu'il se fait à la rigueur d'un public, ce peut être une personne élue comme interlocuteur privilégié, comme témoin et comme juge. Le modèle de la correspondance est en ce sens interne à toutes les productions artistiques. Ce peut être aussi un autre peintre, un autre cinéaste, un écrivain qui a joué un rôle dans la vocation de l'artiste et auquel il s'est un jour identifié. Il s'agit plus généralement d'une instance, d'un répondant plus ou moins idéal qui n'a pas besoin d'être consciemment présent à l'esprit pour qu'on essaie de le convaincre, de le séduire. Mais comme les artistes sont inclus dans ce répondant idéal, ce sont eux-mêmes qu'ils veulent séduire, sans jamais totalement y parvenir. Le style est aussi, bien entendu, un instrument de séduction et d'autoséduction. Style et thème. Contrairement au sens classique, qui le soumettait au sujet ou au genre, le style, qui est expression de la subjectivité, ne semble pas dépendre de l'objet traité, du motif. Ce n'est pas parce qu'une église est représentée que ce tableau nous intéresse, mais parce qu'elle est peinte de la main de Van Gogh.
Le thème ne nous intéresse qu'autant que tel artiste, un certain écrivain, l'a traité. L'objet est pris, enveloppé, réinscrit dans la vision, cette vision tournée vers l'intérieur dont Proust parle à propos du style. On saisit alors que plus un artiste est grand, plus son style nous en impose, et moins on est capable de savoir si l'émotion que nous éprouvons tient au thème ou à la manière de l'œuvre. Ce n'est pas que le sujet est indifférent au style, c'est que dès qu'il y a style on ne peut l'en dégager. La main du peintre est bientôt plus importante que le modèle. Ce n'est pas un homme aux mains gantées que nous allons voir au Louvre, c'est l'homme aux gants peints par Titien. La beauté du visage n'est pas distincte de la beauté du tableau. Le style, qui est la manière, pérennise l'actualité du thème. Style et plaisir. On ne peut oublier que le style est d'abord la cause de notre plaisir. C'est par leur style que les œuvres nous attirent, et que nous continuons de les fréquenter. Il apporte ce supplément de plaisir qui transforme un savoir en délectation. Mais ce monde nouveau qui nous est donné, il nous faut aussi le mériter. Le plaisir, si l'on peut dire, se gagne. Et c'est bien pour cela que nous nous détournons des œuvres lorsqu'elles sont vraiment nouvelles. Nos yeux, notre esprit, notre sensibilité n'y sont pas adaptés, nous ne pouvons accommoder sur le monde nouveau qu'elle nous présente, nouveau non par le thème, mais par cette manière qui est indistincte du style. C'est toujours par le style qu'elle est l'objet d'une résistance, d'un refus. Il faut du temps pour entrer dans l'œuvre d'un cinéaste, d'un peintre ou d'un écrivain, pour s'approprier son style qui, parce que c'est un style, est nécessairement nouveau, inconnu, inouï. Le travail du temps. Revenons-en à la comparaison du sens 1 et du sens 2. Je dis comparaison, lien, peut-être plus qu'opposition. Parce qu'il est bien certain que si dans le sens 1, c'est-à-dire dans quelque chose qui répond à un modèle, à une histoire, à un art déterminé, il y a apprentissage, il y a métier, on ne saurait se passer de cet apprentissage, on ne saurait se passer de ce métier. De l'autre côté, nous avons vu que le style a quelque chose d'involontaire, mais qu'il est l'objet d'un travail. On pourrait alors formuler deux propositions. La première, une œuvre aura d'autant plus de style que son auteur, au lieu de la vouer à une consommation immédiate, lui accorde la durée. Les œuvres qui se destinent par trop à une consommation immédiate n'ont que le style du présent, elles sont dans l'actualité. La seconde proposition, c'est que plus on cherche à obtenir immédiatement un vaste public, et moins on se donne les moyens du style. Je dis immédiatement, parce que effectivement, tout artiste qui a parié sur le style parie sur le temps. Il parie sur l'espoir d'une appréciation, d'une connaissance progressive de son œuvre. Il se doute que son œuvre n'a guère de chance d'être perçue immédiatement pour ce qu'elle est, mais qu'il faut du temps pour qu'elle soit comprise. On pourrait dire que le style qui s'oppose à l'appréciation immédiate d'une œuvre en conditionne la révélation progressive. Le style au cinéma. Évidemment, le cinéma, en raison de ses spécificités, et notamment des mains multiples qui collaborent à la création d'un film, pose quant au style des questions spécifiques. Je m'étais déjà demandé, au temps où j'écrivais l'effet cinéma, ce qui permettait de reconnaître un style et donc un auteur. Si le film était le produit de tant d'opérations dues à des personnes différentes et répondant à des objectifs commerciaux, pouvait-on retenir des critères équivalents à ceux que Morelli avait distingués pour la peinture, et que Freud avait reconnus comme significatifs de l'inconscient? Bien sûr, lorsque le scénario, la réalisation, les dialogues et le montage sont l'œuvre d'un seul et même auteur, le cinéma retrouve les conditions habituelles de n'importe quel autre art. Dans les autres cas, si les signes discriminants sont bien aussi des effets d'inconscient, pourrait-on alors, c'est la question que je posais à l'époque en usant du vocabulaire psychanalytico-linguistique, pourrait-on dégager des signifiants analysables? On reconnaît par exemple la lumière de certains chefs opérateurs ou la touche de certains dialoguistes. En vérité, je ne sais si ce concept de signifiant analysable peut être justifié théoriquement et utilisable. Qu'est-ce que le style au cinéma? François Caillat, Jean-Louis Baudry. Comment les propositions que vous venez de développer devant nous, et qui concernent la question du style en littérature, peuvent-elles s'intégrer au cinéma documentaire et à sa spécificité, la présence d'un objet du réel? Jean-Louis Baudry. En voyant la définition de Proust, je pense au travail du cinéaste et à la vision intérieure. Et je me dis que ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'on puisse avoir affaire avec un objet du réel.
C'est pour ça que j'ai insisté sur la notion d'impression. L'impression est relative à quelque chose du réel. Pour le cinéaste, la temporalité n'est peut-être pas la même, mais on sait très bien que lorsqu'on voit un objet et qu'on reçoit une impression, il y a un travail. Et cela pourrait être aussi le travail du cinéaste de retrouver, par un travail à travers les instruments qui lui sont propres, cette impression que lui a causé cet objet. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout d'opposer un objet extérieur à un objet intérieur, mais de savoir comment l'un est porteur de l'autre. Et il me semble que les cinéastes de style, ce sont toujours des cinéastes qui arrivent à imposer leur vision à quelque chose qui est placé devant eux. Si on veut s'emparer d'un réel sans subjectivité, on ne dira rien de cette chose-là. La condition pour dire quelque chose d'une chose qui est à l'extérieur de vous, c'est de lui superposer quelque chose qui appartient à votre propre subjectivité, à votre sensibilité, à votre impression. Et c'est ce qui lui donne de la signification. D'autre part aussi, ce qui lui donne de la signification, c'est la faculté que vous aurez, et Proust l'a très bien vu d'une façon tout à fait perspicace, c'est la possibilité de créer des rapports. Ces rapports sont à la fois des rapports qui sont dans le réel, qui permettent des rapprochements de choses et qui sont effectués, qui sont significatifs aussi d'un sujet. Autrement dit, il y a toujours dans une manière de s'emparer du réel, quelque chose qui est de l'ordre d'une connaissance. Il ne faut pas penser qu'on est dans un idéalisme absolu et subjectif. Non, on est dans des opérations qui sont des opérations de connaissance. François Caillat, Sylvain Roumette, que représente pour toi cette question du style au cinéma, toi qui es à la fois écrivain et réalisateur de films documentaires ? Sylvain Roumette, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit, le style vu comme résultat de la création de rapports entre un certain nombre d'éléments. Je crois que là, on est au cœur de ce qu'on essaie de définir. C'est vrai qu'en littérature on peut classer, tous les stylisticiens l'ont fait, des styles à partir de traits, la fréquence ou pas de l'adjectif, la longueur des phrases, etc. Au cinéma, on pourrait en faire autant. On pourrait dire que tel style de cinéaste se caractérise par le fait que, par exemple, il filme au ras du sol, ou qu'il ne filme qu'en plan fixe, ou au contraire qu'il filme de façon très visible et délibérée, ou même provocante ou à la main. On pourrait faire une sorte d'inventaire formel d'un certain nombre de traits d'expression. On pourrait faire des sortes de descriptions, comme on le fait en littérature avec la théorie, avec l'étude littéraire. Dieu sait que la linguistique et la sémiotique nous ont habitués à faire beaucoup de choses descriptives. Mais dans le meilleur des cas, on arriverait à décrire des manières plutôt que des styles. Des manières de faire. Quand je dis manière, c'est un peu péjoratif, au sens où l'on peut changer de manière d'un film à l'autre. Or je crois que le style, c'est précisément ce qu'on ne peut pas changer. Je suis d'accord avec Jean-Louis Baudry sur le fait qu'on ne peut pas le changer, parce que c'est complètement involontaire. C'est l'expression de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et ce quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la capacité à créer des relations. Des relations inédites entre des objets, des relations entre des images et des sons, entre des souvenirs et des émotions, etc. Créer des relations inédites. Sylvain Roumette, je prendrai l'exemple de Chris Marker. Il me semble que Chris Marker est très caractéristique de cela. Créer des relations. Son talent, son style, c'est de faire des arrangements entre des objets hétérogènes. Des objets d'autant plus hétérogènes qu'ils n'appartiennent généralement pas à un seul tournage. Chris Marker travaille avec des images qui existent déjà, avec des photos qui sont rassemblées par exemple au cours du montage, avec des archives ou des images anciennes qui sont d'origine tout à fait disparate. Au fond, il crée de l'unité à partir du disparate. C'est ce qui est chez lui complètement central, spécifique, singulier, et qui le reste. Une capacité à créer des arrangements. Si on repense à l'écriture, c'est un peu la même chose. Dans l'écriture, au sens littéraire du mot, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a toutefois une différence importante avec le cinéma. Dans l'écriture, il n'y a pas de tournage. On ne travaille pas avec un matériau qui est le résultat d'une série d'opérations, qu'on appelle le tournage. Le tournage, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de prédéterminer un certain nombre de choix, images à rassembler, sons à enregistrer, etc. Ce matériau, prédéterminé par un certain nombre de choses et de hasards,
est à son tour soumis à la procédure de l'écriture, au sens cette fois de montage. Pour l'écriture littéraire, ceci n'existe pas. Ou alors le tournage, pour un écrivain, c'est sa vie. C'est le tournage perpétuel. C'est sa mémoire. À la fois mémoire de la langue, on écrit avec la mémoire de la langue et sa propre mémoire. On pourrait se demander aussi comment on opère cette écriture, la mise en ordre des rushs, à partir du tournage, à partir d'un matériau qui reste un matériau, c'est-à-dire quelque chose d'un peu informe. On pourrait s'interroger sur les différents niveaux de ce travail, en particulier le montage. Et puisqu'on parlait de travail collectif, on pourrait s'interroger sur le rôle des monteuses et monteurs. François Caillat, c'est le moment de poser cette question à une monteuse. Anne Baudry, tu veux bien répondre ? Anne Baudry, ce matin en réfléchissant à ce débat, je me suis demandé ce qui était à l'origine du désir de faire du montage. Je me suis dit que c'était sans doute le fait de chercher quelque chose qui était caché dans les rushs. Je crois que le monteur se glisse dans le style d'un autre. Il se glisse et il cherche ce style. J'ai retrouvé un petit texte qu'avait écrit Jean-Louis Comolli à propos de notre travail ensemble. Le montage est le moment où toutes les voix qui ont bercé le film commencent à se taire, ne peuvent plus que se taire. Chercher ce qui est caché. Sylvain Roumette, je voudrais ouvrir une parenthèse. Anne Baudry parle de chercher ce qui est caché. J'ai découvert récemment, enfin découvert ce n'est pas une découverte, une formule qui m'a beaucoup plu. Le montage, c'est comme la sculpture. Parce que la sculpture est un art qui consiste à enlever. On connaît la vieille histoire. Un enfant parle à un sculpteur en train d'élaborer un cheval à partir d'un bloc de marbre. Il lui demande « Mais comment savais-tu qu'il y avait un cheval à l'intérieur du bloc de marbre ?» Je crois que c'est exactement ça, les rushs, c'est le bloc, et le monteur ou la monteuse, c'est le sculpteur qui sait qu'il y a dedans un cheval ou ce qu'on voudra. Je ne dirais pas qu'il le sait mieux que le réalisateur, mais il arrive qu'il ait un sentiment ou une intuition qui sont plus précis ou plus impérieux que ceux du réalisateur. En tout cas, ils aident à l'accouchement de ce cheval. Anne Baudry. J'ai souvent eu l'impression que le désir du monteur était assez proche de celui du traducteur, du comédien ou de l'analyste. C'est-à-dire qu'il y a de l'inconscient. Quand on visionne 50 heures de rush, forcément il y a des choses qui apparaissent, qui sont des problématiques récurrentes qui n'ont rien à voir avec l'écriture proprement dite du film, c'est-à-dire avec ce que j'appelle le dispositif. Le dispositif, c'est ce que met en place le cinéaste, le documentariste, pour s'approcher de la réalité. Par exemple, pour Renaud Victor filmant à la prison des Baumettes, le dispositif, c'est de se faire enfermer pendant quelques semaines à l'intérieur de la prison, de filmer tout seul, caméra à l'épaule, etc. Mais le style de Renaud Victor, c'est autre chose. C'est ce qui va imprégner tout son cinéma sans qu'il le sache lui-même. Et c'est ce sans qu'il le sache lui-même que le monteur essaie de découvrir, à partir de ce qui, tout d'un coup, va parler de l'inconscient du réalisateur à son propre inconscient. Je crois que c'est là que ça se passe, dans une rencontre d'inconscient à inconscient, où les rôles peuvent d'ailleurs s'échanger. Le réalisateur peut devenir le spectateur de ce que le monteur lui révèle de son propre travail. Et le monteur devient le spectateur de ce que le réalisateur lui a confié. Je crois qu'il ne faut pas confondre le style ni avec le thème du film, ni avec l'écriture du film. Même si l'écriture est très particulière, même si le dispositif est très caractéristique, ce n'est pas là qu'il faut chercher le style. C'est dans ce qui va être récurrent d'un film à l'autre, et que le réalisateur ne se sait pas en train de chercher. Et c'est ce qu'il ne se sait pas en train de chercher que le monteur voit. Parce que ça lui parle. J'ai été très frappée quand Jean-Louis Baudry a parlé de vision. Parce que j'ai toujours eu le sentiment que le montage était une chose mentale. C'est-à-dire qu'on imagine, plus qu'on ne le voit, le film qu'on est en train de monter. C'est toujours dans une projection. On projette quelque chose d'un écran mental dans son travail. Il y a quelque chose qui surgit, et l'on ne sait pas ce que c'est. J'ai le sentiment que le style c'est ça, on ne sait pas ce qui se passe. Intervenant, salle,
vous parlez de choses qui sont cachées, notamment dans le travail que produit le montage. Moi, je n'aime pas tellement le mot caché. Je dirais plutôt dispersé et dilué. Anne Baudry, ou secret. Intervenant, non pas secret. Connu, mais à retrouver. Ce n'est pas tant dans l'élaboration du montage que les choses sont secrètes, c'est dans quelque chose qui va rester secret. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la perte. Qui sera toujours là ou toujours absent, je ne sais pas comment expliquer. Le montage, pour moi, c'est recueillir et essayer de condenser ce qui est dilué. À mon avis, c'est toute la difficulté, et vous avez raison de parler d'inconscient entre le réalisateur et le monteur, d'être synchrone avec celui avec qui l'on travaille. Parce que autrement, on ne peut être attentif aux signes. Je pensais aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, à propos de la part du style comme étant ce qui fait l'œuvre. Effectivement, c'est peut-être à partir de là qu'on peut définir un artiste. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est la différence entre un film de commande et un film d'auteur. C'est très rare qu'on puisse maintenir ce jeu de force dans un film de commande. C'est-à-dire être dans une direction, dans un dessin qui continue à se tendre jusqu'au bout. Lorsqu'on n'est pas dans une situation de commande, on a la possibilité de garder un châssis libre jusqu'au bout. Alors que dans une situation de commande, on sait déjà comment on doit commencer et comment on doit fermer l'objet. François Caillat, Anne Baudry, tu disais tout à l'heure qu'il faut que les choses échappent. Pourtant, à l'arrivée, il y a quelque chose qui est très repérable, le style d'un film généralement issu de deux personnes. Toi-même, tu es devenu co-auteur de quelques films de Jean-Louis Comolli. C'est ton intervention, au niveau du montage, qui a fait qu'il y a eu deux auteurs à l'arrivée. Mais le style de tel film, est-ce du Comolli ou du Baudry-Comolli ? Est-ce que le style a quelque chose à voir avec l'identité, ou avec la signature ? Style et signature. Anne Baudry. Pour la notion de co-auteur, je dirais qu'il faut fouiller du côté de la relation entre le scénariste et le réalisateur. Dans le documentaire, le scénario ne s'écrit pas avant, il s'écrit la plupart du temps après. Le travail de scénarisation se fait au moment du montage, surtout quand on a tourné 50 heures de rush. Dans le cinéma américain de fiction, quand un scénariste écrit un film et qu'un réalisateur le tourne après, on ne pense pas que c'est le film du scénariste. C'est bien le réalisateur qui imprime sa patte. Je pense que la même relation existe entre un réalisateur et un monteur dans le cinéma documentaire. Dans le cinéma, il y a des couples privilégiés qui ont une façon de se répondre d'inconscient à inconscient et de pouvoir travailler ensemble. C'est comme ça qu'il y a des couples monteurs-réalisateurs qui se forment. Jean-Louis Comolli a son style, et j'essaie de révéler ce style. J'essaie de mettre à l'œuvre dans le montage tout ce que je vois et ressens. Il m'arrive même de m'inspirer de ce que je sais de la vie du réalisateur, que je perçois dans son film, et de travailler dans ce sens-là. Mais c'est de sa vie dont je parle, ce n'est pas de la mienne. Même si ça me touche, je suis juste un vecteur. Jean-Louis Baudry. Cette question du style et de la signature est une question intéressante parce que beaucoup d'objets de l'art contemporain tendent à confondre le style et la signature. Pourquoi ? Très simplement parce que ça sert le marché. On le voit tout à fait dans les œuvres de l'art contemporain. Par exemple, vous savez bien que si vous allez voir des bandes les unes à côté des autres, ça n'indique pas tellement un style, ni une subjectivité, ni un inconscient, mais ça indique une identité, Buren. Si vous voyez des petits carreaux les uns à côté des autres, ça n'indique pas nécessairement un style, mais ça signale une identité, une signature, Reynaud. Pour Toroni, c'est la même chose. Énormément de plasticiens contemporains font cette entourloupette très astucieuse au niveau du marché, faire penser qu'il y a du style là où il n'y a simplement que signature. Le style n'est jamais équivalent à une signature. Avec un style, vous définissez un auteur. Cet auteur a un nom, mais vous ne marquez pas un nom, vous définissez un processus, vous définissez des opérations, vous définissez une vie, vous définissez quelque chose d'extrêmement complexe. Avec une signature, vous définissez un nom, une identité, c'est Monsieur Untel. François Caillat. Sur cette question du style, j'aimerais entendre une autre cinéaste présente à cette table, Laurence Petit-Jouvet. Laurence Petitjouvet, comment se fabrique le style ? Comment se passe pour moi cette histoire de style ?
en tant que réalisatrice mais aussi en tant que spectatrice des films des autres. Comment se fabrique le style? Laurence Petitjouvet. Je remarque que le style est quelque chose qui s'affirme d'un film à l'autre et qui se révèle dans le cours d'une filmographie. Non seulement je peux repérer un style dans les films que je vois, d'un film à l'autre, mais je sens aussi que dans mes films, c'est quelque chose qui se retrouve. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.